Salut tout le monde, on est le mardi 20 mai et aujourd'hui on va voir comment l'État russe se prépare pour 2027. Mais on va aussi vous parler d'un procès historique et de l'exploitation humaine derrière l'extraction du nickel. Bienvenue dans Actu Réfractaire. 2027 arrive à grands pas, ce qui veut dire les élections. Et vous savez quoi? Les instances nationales françaises se préparent à des ingérences étrangères. Et c'est Mediapart qui nous parle de comment ces instances se préparent à un scénario à la roumaine pour la présidentielle de 2027. Hein? À la roumaine? Oui, parce que la présidentielle en Roumanie a été plutôt mouvementée. L'élection de Călin Georgescu a été annulée à cause de manipulation de l'algorithme TikTok. En fait, en Roumanie, il y a une agence d'influence de l'État russe qui a utilisé quelques milliers de comptes coordonnés via les applications Discord et Telegram pour faire apparaître ce candidat hyper souvent sur les écrans des utilisateurs. Résultat, au premier tour, il a fait un score saisissant alors qu'il était encore inconnu quelques mois auparavant. Du coup, l'élection a été annulée et a été réorganisée ce dimanche 18 mai. Et cette fois, c'est le candidat pro-européen Nicu Sor qui l'emporte après élimination pure et simple de Georgescu du processus électoral. Et plein d'éléments recueillis par Mediapart montrent que la France se prépare à subir le même type d'influence. Fin avril, le ministre actuel des Affaires étrangères dénonce le renseignement russe via une vidéo sur les Macron Leaks de 2017. D'ailleurs, le gouvernement français doit remettre un rapport sur le sujet dans les jours qui viennent, sachant que Viginum, l'agence qui doit protéger l'État français des ingérences, en a déjà sorti un. En bref, on est un Français sur 3 à être sur TikTok et il semble très simple de manipuler l'algorithme de cette plateforme à des fins de manipulation électorale. Et je vais vous dire, nous, les ingérences russes, on les connaît parce que notre public, donc potentiellement vous, a été ciblé par l'une d'elles. Il y a une agence russe au Kazakhstan qui a publié un article rédigé par IA sur un site bidon disant que Macron voulait empoisonner Johan. On en a fait toute une vidéo sur notre chaîne principale parce que plein de gens de bonne foi ont été piégés, comme à d'autres occasions d'ailleurs. Le problème en fait, comme toujours, c'est que parler des ingérences russes, c'est ne parler que d'une partie du problème. Ok, le nombre d'opérations commises par la Russie est énorme, mais il faut rappeler qu'une grande partie des puissances de ce monde ont recours à la manipulation d'élections. Tenez, rien qu'en France. Regardez l'affaire libyenne pour laquelle Sarkozy a été en procès en ce début d'année, par exemple. On parle quand même de la Libye qui a voulu s'acheter un président français. Et là, on parle que d'État. Regardez par exemple les Uber Files de Macron et la fabrication médiatique de ce candidat. Regardez même aujourd'hui d'ailleurs, Pierre-Édouard Stérin a assumé vouloir influencer la présidentielle avec son plan Périclès, avec des financements et tout ça quoi. Et il a refusé de se présenter en commission aujourd'hui pour répondre de cette ingérence en fait. Partout et de tout temps, il y a des puissances et des milliardaires qui ont influencé des élections. Les médias de milliardaires français, ils sont dans les mêmes techniques de manipulation d'ailleurs. Dénigrer des candidats, en promouvoir d'autres, décrédibiliser la justice ou les élections qui vont pas dans leur sens, casser les autres médias, etc. Et c'est pour ça que c'est important de soutenir collectivement les modèles d'indépendance. Par exemple sur notre Tipeee, et on vous en remercie. En fait, avec la polarisation du monde et l'affrontement entre les États européens et l'État russe, la propagande de l'État russe est dénoncée chez nous, tout comme celle de nos États est dénigrée par Poutine. Vous voyez, en réalité, les ingérences, c'est déjà le fonctionnement politique actuel. Et pour le combattre, il va falloir opposer à toutes ces puissances la nôtre, celle qu'on va construire ensemble. Et toi, t'en penses quoi? Comment on fait pour contrer des ingérences des puissants dans le débat public? Dis-nous ça en commentaire. Bon, aujourd'hui, il faut qu'on vous reparle du procès Le Squarnec qui arrive dans sa dernière étape. Pour rappel, Joël Le Squarnec, c'est un chirurgien qui a commis 299 viols et agressions sexuelles sur des victimes principalement mineures. Et le chirurgien avait déjà été condamné pour détention d'images pédopornographiques en 2005, ce qui était connu du responsable de l'hôpital Henri Sandillon, puisqu'il l'a lui-même confirmé à la police lors de l'enquête en 2017. Sauf que vendredi, à la barre, Henri Sandillon, il prétend qu'il savait rien de la condamnation de 2005. Et ça, c'est juste un témoignage mensonger de plus dans un procès où toutes les autorités ont tenté de se défausser. Puisqu'en réalité, les agissements de Joël Le Squarnec étaient déjà connus depuis 2006 grâce au seul médecin qui s'est battu pendant des années pour lancer l'alerte. Et pendant ce temps, Le Squarnec a réussi à faire sa place à l'hôpital grâce à un système de copinage, puisque d'autres médecins commettaient des abus sur des patientes. Mais c'est aussi le manque de moyens qui a créé cette situation, puisque le bloc opératoire où Le Squarnec travaillait était menacé de fermeture avant son arrivée. Et c'est ça qui a permis à Le Squarnec d'arriver en sauveur de l'établissement et de faire sa carrière dans un hôpital laissé à la dérive.
Bon, on change de sujet puisqu'une enquête de Mediapart vient de dévoiler les ravages sociaux et écologiques de la plus grande mine de nickel au monde en Indonésie. Alors c'est pas juste un désastre local, c'est le symptôme d'une nouvelle ruée vers les minerais à l'échelle mondiale. Parce que le nickel aujourd'hui, franchement, c'est le pétrole du capitalisme électrique. Il est au cœur des batteries des voitures dites propres. Sans lui, pas de mobilité verte, pas de Tesla, pas de business pour Renault, Stellantis ou les géants chinois. Résultat, toutes les grandes puissances se battent pour en contrôler l'extraction, le raffinage, les routes commerciales. Et l'Indonésie, c'est le terrain central de cette bataille. Elle fournit à elle seule près de la moitié du nickel mondial. Et à Morowali, un immense parc industriel a été bâti rien que pour ça. Le reportage de Mediapart y raconte une réalité qui est franchement accablante. Des villages rasés, des habitants déplacés, des ouvriers entassés à 10 par pièce, exposés à des fumées toxiques, sans équipement, sans droit. En décembre dernier, une explosion dans une usine de nickel a fait 13 morts. Dans la foulée, des affrontements ont éclaté entre ouvriers locaux et chinois. Voilà, donc émeutes, répression, silence médiatique. Et cette situation, elle n'est pas isolée. En Papouasie indonésienne, les projets miniers, souvent liés à des métaux critiques comme le nickel, alimentent des tensions avec les populations autochtones qui se battent contre l'expropriation de leurs terres. En mars 2025, le gouvernement indonésien a fait passer une loi ultra controversée qui autorise les militaires encore en service à occuper des postes civils, y compris dans des institutions comme la Cour suprême ou les ministères. Alors évidemment, ça a réveillé des gros traumatismes, parce que ça rappelle la dictature militaire de Suharto. Résultat, il y a des manifestations massives qui ont éclaté un peu partout dans le pays, notamment à Jakarta. En fait, beaucoup y voient un vrai retour en arrière vers un pouvoir de plus en plus militarisé, qui vient aussi répondre à la colère sociale qui fait que monter, notamment en lien avec la dévastation causée par l'exploitation du nickel. Et nous, on continue de nous parler de réindustrialisation verte, même si, en fait, faut pas oublier que le nickel est une composante essentielle de la production d'armes et que, dans le contexte actuel, c'est clairement pas anodin. Le nickel est utilisé dans l'industrie de l'armement pour fabriquer des alliages résistants à haute température, indispensables dans les blindages, les moteurs d'avions de chasse ou les sous-marins nucléaires. Et ça, c'est le même métal qu'on retrouve dans les batteries de voitures électriques, les éoliennes ou les panneaux solaires. Autrement dit, c'est une ressource stratégique autant pour faire la guerre que pour repeindre le capitalisme en vert. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui transition écologique, c'est surtout la reconversion industrielle d'un modèle capitaliste à bout de souffle. Et toi, t'en penses quoi ? Est-ce que tu penses qu'on peut encore parler d'écologie si on parle pas en même temps de pouvoir d'achat ici et d'impérialisme là-bas ? Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. C'est une actu réfractaire qui a été écrite par Debbie, Nico et Emeric. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à leur lâcher un max de commentaires. Leur lâcher des commentaires, allez. 2005. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a le plus intéressé dans cette actu réfractaire qui a été écrite par Debbie, Emeric et Nico. Moi, j'étais à la miniature et Betty à la diffusion. Et puis voilà, on se retrouve demain pour la prochaine actu. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao.